Merci, merci beaucoup Julien. Puisqu'il m'appartient de commencer cette session, j'adresserai bien évidemment mes très chaleureux remerciements aux deux organisateurs, les Juliens, pour cette rencontre, pour leur invitation aussi, à laquelle je réponds bien volontiers. Il n'est de paysage que perçu, lit-on dans les mots de la géographie. Même prise au sens métaphorique, la notion de paysage appliquée à l'épigraphie renvoie d'abord à une réalité observable par les sens. Or, à Delphes comme ailleurs, nous n'avons plus aujourd'hui qu'une image singulièrement appauvrie du paysage épigraphique. En premier lieu, bien entendu, à cause de la destruction progressive des monuments. Ensuite, parce que les stèles, les cipes et les plaques inscrites n'ont pas échappé à ce mouvement, alors qu'elles devaient à leur manière participer à la constitution de ce paysage épigraphique. À Delphes, nous n'avons plus qu'une seule stèle qui soit en place, celle de Charidamos, fils d'Agias, arcadien de Cleitor. Et puis enfin, les inscriptions qui couvraient les murs étaient peintes. Et c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Cela les rendait manifestes, clairement visible, sinon lisible. Je vous en montre ici un petit exemplaire sur une inscription qui est très difficilement lisible, l'hémicycle des rois d'Argos avec l'inscription de la statue d'Héraclès écrite sinistroverse. Ces inscriptions, donc aussi longtemps que la peinture résistait au moins, étaient parfaitement lues par les visiteurs. Et combien de visiteurs aujourd'hui, faute d'une lumière rasante, ne se rendent même pas compte que le grand mur polygonal est couvert d'inscriptions. Dans une tentative bien imprudente de reconstituer le paysage épigraphique de Delphes, je dresserai en premier lieu un rapide tableau de ce paysage. J'en resterai à un niveau assez général dans la mesure où 4 autres communications porteront aujourd'hui et demain sur Delphes avec des aspects beaucoup plus précis. Dans un second temps, je reviendrai sur quelques questions que pose ce paysage et je terminerai en développant évidemment l'exemple d'une catégorie particulière, celle des actes d'affranchissement, non pas parce que j'y travaille, mais parce qu'elles autorisent une sorte de synthèse des questions jusque-là abordées. Faisons d'abord le constat qu'en dehors du sanctuaire d'Apollon, les inscriptions sont très peu nombreuses. Au lieu dit Marmaria, quelques noms de divinités sur des autels ou sur des cipes. Devant les 2 trésors d'épaisses plaques de calcaire sur lesquelles étaient gravées les ressources locatives de biens confisqués à des Delphiens pro-phocidiens, la dédicace de la statue d'Adrien, élevée par un prêtre d'Apollon, plus discuté, un fragment de dédicace du trésor éolique de Marseille, dit de Marseille, qui pourrait en réalité appartenir à un bâtiment éolique, à un trésor éolique édifié dans le sanctuaire d'Apollon. Aucune inscription sur les bâtiments édifiés sur cette terrasse, aucun indice par conséquent qui aurait permis d'identifier la Tholos avec certitude et de trancher dans le débat suscité par la description de Pausanias. Au gymnase, des acclamations en l'honneur d'Apollon, mais des inscriptions peintes, cette fois pour des sportifs à l'époque impériale, ont été retrouvées sur le mur de Fonduxiste en 1985. Si elle ne provient pas du sanctuaire d'Apollon, on peut ajouter une base qui célèbre la victoire au pugilat d'un jeune Locrien. Au stade, une seule inscription, le règlement sur le vin, très probablement la copie archaïsante d'une inscription plus ancienne, en l'occurrence, le lieu de gravure est directement lié au contenu du texte qui fait défense d'emporter hors du stade le vin préparé pour le dieu. Dans la région du stade, on mentionnera aussi une dédicace à Poséidon Probatérios. À ce maigre bilan, on peut ajouter l'inscription rupestre de la fratrie des Labiades, qui s'est décrochée de la paroi rocheuse des Phédriades, ainsi que les quelques 80 inscriptions funéraires qui proviennent de la nécropole ouest et qui ont notamment été mises au jour lors des travaux de construction du musée. Sans doute la ville de Delphes n'a-t-elle pas encore fait l'objet d'une exploration systématique, mais il n'y a probablement pas lieu d'en attendre de grands bouleversements dans le domaine épigraphique, en dehors précisément des inscriptions funéraires. C'est dans le sanctuaire d'Apollon que s'est concentré l'essentiel de la documentation épigraphique, que celle-ci émane de la cité ou de l'amphictyonie, qui s'en partagent ou s'en disputent la mainmise, ou qu'elle émane de particuliers qui y ont déposé une offrande ou y ont fait graver des affranchissements. Le sanctuaire d'Apollon offre donc
une situation exceptionnelle et singulière pour l'épigraphie qui ne se rencontre sur aucun autre site. La concentration sur un espace limité, qui ne mesure guère que 100 mètres sur 200, de plusieurs milliers d'inscriptions émanant de différents commanditaires et couvrant la presque totalité des catégories diplomatiques. Les Delphiens et l'Amphictyonie ont-ils tenté d'organiser ou de maîtriser cette production épigraphique? Certains principes, qui n'ont rien d'absolu, semblent avoir guidé le choix des fonctionnaires responsables, écrivait Georges Do. Je reviendrai sur ce que Georges Do appelle improprement les fonctionnaires responsables, pour m'en tenir à ce qu'il appelle des principes, sans multiplier à l'oral des exemples dans la mesure où Anne Jacquemin les a déjà réunis pour l'essentiel dans sa monographie sur les offrandes monumentales à Delphes. Le premier principe, très aisément repérable évidemment, est celui des regroupements géographiques. Lorsqu'une cité dispose d'un monument dans le sanctuaire, celui-ci devient naturellement le support privilégié des documents qui concernent la cité ou l'un de ses membres, qu'il s'agisse de documents delphiques ou de documents amphictyoniques. Le renouvellement ou la restitution du privilège de Promantie, dont on a plusieurs exemples au IVe siècle, applique rigoureusement ce principe du regroupement géographique. L'inscription en est gravée sur un bloc du trésor des Corinthiens pour les Corinthiens, sur le linteau du trésor des Siphniens pour les Siphniens, sur la base du sphinx des Naxiens pour les Naxiens, sur le soubassement de l'hôtel de Chios pour la ville de Chios et pour ses citoyens qui avaient offert cet hôtel. Selon le même principe, la base des Arcadiens est le lieu privilégié des inscriptions des décrets votés en l'honneur des Arcadiens. De même, la base des Béotiens pour les Béotiens ou le trésor des Thébains pour les Thébains. Sur le trésor des Athéniens, on lira des inscriptions qui concernent Athènes et ses citoyens, des décrets de la cité de Delphes honorant les Athéniens, des décrets qui confirment les privilèges de l'association des artistes d'Athènes, un décret relatif au cours du tétradrachme attique, les inscriptions énumérant les participants aux Pythaïdes, tableau d'honneur des vainqueurs au concours organisé à l'occasion des Pythaïdes, ou encore hymne avec notation musicale. Mis en œuvre sur des monuments, le principe du regroupement géographique l'est tout autant sur des bases individuelles. Je n'utiliserai qu'un seul exemple dans les nombreux exemples qu'a cité Anne Jacquemin, celui de la base de Philopoïmène. Sous la dédicace de la statue de Philopoïmène, on a gravé un premier décret pour un mégalopolitain, originaire donc de la même cité que Philopoïmène, puis un second décret pour des Achéens d'Aiguillonne, le rapprochement géographique se faisant cette fois avec les dédicants de la statue, le koinon des Achéens. Le rapprochement géographique, en l'occurrence, concerne au premier chef les dédicants, mais il peut répondre aussi, on le voit par cet exemple, à l'origine de la personne statufiée. La mise en œuvre de ce principe du regroupement géographique figure parfois dans les décisions votées par la cité ou par l'Amphictyonie, telles qu'elles nous sont parvenues. Une série de décrets concernant les Athéniens précise que l'affichage se fera sur le trésor des Athéniens ou sur le mur de l'oikos des Athéniens. Même chose pour des décrets reconnaissant l'asilie du sanctuaire de Dionysos à Thèbes ou honorant des juges thébains qui devront être gravés, dit le texte, sur l'oikos des Thébains. Le décret voté par Delphes en l'honneur des juges rhodiens devrait être gravé, je cite, sur la base du char doré consacré aux dieux par le peuple rhodien. Je ne multiplie pas les exemples, vous en trouverez dans l'ouvrage d'Anne Jacquemin et d'autres exemples de ce principe de regroupement géographique seront évidemment exposés. Il arrive que la précision topographique concerne les stèles elles-mêmes. Là, je vous montre juste un exemple, c'est le pilier de Prysias sur lequel je vais un peu vite, je ne voudrais pas déborder, sur lequel on a gravé un décret en l'honneur de Nicomède III et de son épouse Laodice. Mais comme je vous le disais, les stèles, sont parfois mentionnées dans les décrets. Par exemple, on indique que les décrets votés en l'honneur des habitants de Chios ou émanant de Chios seront gravés sur des stèles exposées au pied de l'autel d'Apollon.
Néanmoins, le caractère exclusif de ces regroupements géographiques n'est absolument pas de règle, et loin s'en faut. Si la base arcadienne, la base béotienne, le trésor des Thébains n'ont reçu que des textes concernant respectivement des Arcadiens, des Béotiens ou la cité de Thèbes, il n'en va pas de même pour d'autres monuments. C'est ainsi qu'un Jacquemin a pu établir que le trésor des Athéniens est attique à 90%, celui des Cyrénéens à 20 ou 25%, celui des Cnidiens est cnidien à 10%, celui des Siphniens n'est siphniens qu'à 1%. A contrario, des décrets relatifs à des Athéniens se lisent sur des monuments autres que le trésor des Athéniens, sur le trésor de Siphnos voisin par exemple. Si le trésor de Thèbes accueille uniquement des documents relatifs à Thèbes et aux Thébains, tous les documents relatifs aux Thébains ne sont pas pour autant gravés sur le trésor des Thébains. Pas plus que le pilier du char d'Hérodien a reçu tous les décrets en l'honneur d'Hérodien. Du reste, il fallait bien aussi trouver de la place pour graver des décrets en l'honneur des citoyens issus de cités qui n'avaient pas consacré de monuments susceptibles de servir de support aux ciseaux des graveurs. On observe aussi, en dehors du regroupement géographique, quelques exemples de regroupements thématiques. Ce n'est pas un hasard si, après d'un demi-siècle d'écart, la cité de Delphes a fait graver sur le marbre du trésor de Cnide 2 textes de loi à portée financière, la loi de Cadis, qui réglemente le prêt à intérêt, et la loi sur l'or et l'argent. Les 2 textes se faisaient face sous le porche du trésor et constituaient une sorte d'unité thématique. Je relève un exemple plus subtil sur la base de l'Olète Satyros, honoré d'une statue dans le premier tiers du IIe siècle. Vous avez ici la dédicace en l'honneur de Satyros. En dessous, on a gravé en lettres plus petites un décret voté par la cité de Delphes en l'honneur d'un autre musicien originaire de Magnésie du Méandre. On peut considérer enfin que le regroupement des actes d'affranchissement, selon un schéma sur lequel je reviendrai, représente lui aussi, de façon massive cette fois, une forme de regroupement thématique. On peut partager le constat d'Anne Jacquemin, à savoir que la gravure de textes autres que les inscriptions en relation directe avec les monuments ne semble pas avoir choqué les anciens, mais avec une nuance importante, car il est un autre principe que l'on observe. Toujours, il existe un délai qui sépare l'érection d'un monument et son utilisation comme support pour des inscriptions étrangères à sa destination première. Quelques exemples cette fois encore. Le trésor des Cnidiens est édifié vers le milieu du VIe siècle, mais les 2 documents financiers dont j'ai parlé, qui sont les plus anciennement gravés, ne datent au mieux que du début du IVe siècle. Le premier texte gravé sur les murs du trésor des Athéniens ne date que de 290-280 environ. Le premier gravé sur les murs du trésor des Thébains l'aurait été une 50aine d'années après sa construction et serait d'ailleurs demeuré isolé pendant quelques décennies. Sur la base arcadienne, érigée en 369 environ, on n'a pas gravé de décret pour des Arcadiens avant le début du IIIe siècle. La base des Béotiens, de même, ne reçoit des décrets en l'honneur de Béotiens qu'à partir des dernières années du IVe siècle. On a attendu 70 ans avant de graver des décrets pour des Milésiens sur la base d'Hydrius et d'Ada. On a attendu une vingtaine d'années avant de graver sous la dédicace de la statue de Philopoïmène. Et si la dédicace de la statue de Satyros date du premier quart du IIe siècle avant notre ère, le décret gravé en dessous date du premier tiers du 1er siècle avant notre ère. Au total, donc, on peut conclure avec Georges Do qu'on discerne parfois des habitudes, voire des restrictions, mais en tout cas, pas de méthode. Des tentatives pour organiser la matière, oui, mais elles ne sont jamais menées véritablement à leur terme, et on est plutôt tenté d'évoquer du désordre, voire une forme d'indolence ou de désinvolture. D'une manière générale, le sanctuaire tout entier doit être considéré comme un épiphanestatos topos, à telle enseigne du reste que l'expression est somme toute peu employée, puisque le lieu tout entier est un épiphanestatos topos, il est peu employé dans les centaines et centaines de décisions qui ont fait l'objet d'un affichage. J'en dénombre une trentaine d'attestations tout au plus,
et qui ne sont pas réservés à des monuments situés à proximité immédiate du temple, mais qui concernent également le trésor des Siphniens ou le trésor des Athéniens, par exemple, c'est que l'expression et ses variantes ne doit pas recevoir une définition restrictive. Elle ne désigne pas uniquement le lieu le plus sacré, au plus proche du Dieu et du temple, mais celui qui est susceptible d'offrir à l'inscription le meilleur emplacement, la meilleure visibilité pour tous ceux qui fréquentent le sanctuaire. Quel support choisir pour cette fin ? Je voudrais revenir rapidement sur la question du choix du support stèle ou monument. Si l'on a recouru aux stèles, en marbre ou en calcaire, leur emploi à Delphes devient exceptionnel à partir du IIe siècle avant notre ère. Les stèles de calcaire sont certes beaucoup moins nombreuses que les stèles en marbre, mais les Delphiens qui disposaient de carrières de calcaire avaient su sculpter des stèles indépendantes dans ce matériau. Je croirais plus volontiers que d'autres facteurs doivent être pris en compte pour expliquer cette extinction progressive de l'emploi et du recours aux stèles. Le coût plus élevé, évidemment, de la stèle indépendante, la concurrence que livraient les monuments eux-mêmes en offrant de larges surfaces à la disposition des graveurs, mais aussi le manque de place qui va conduire la cité à prendre de nouvelles dispositions. Quelques textes permettent de constater cet abandon de la stèle au profit d'un mur ou d'une base. Le décret amphictyonique de 279-8 relatif aux techniques dionysiaques d'Athènes a d'abord été gravé sur une stèle. Cette stèle est aujourd'hui perdue, mais le texte a été regravé 150 ans plus tard à la suite d'un décret confirmant les privilèges initialement accordés et gravé non pas sur une stèle, mais cette fois sur l'anse sud du trésor des Athéniens. En 225, deuxième exemple, sous la même pilée, la même réunion de l'Amphictyonie, les hiéromnémons votèrent 2 décrets qui devaient être gravés sur des stèles. Les 2 décrets ne furent pas immédiatement gravés, mais peu de temps après, à la faveur d'un 3e décret, les hiéromnémons décidèrent de faire graver les 2 décrets antérieurs sur le trésor des Thébains, renonçant ainsi au projet initial d'une gravure sur stèle. Du reste, quelques textes dont on prévoyait qu'ils seraient gravés sur des stèles le furent en définitive sur des monuments. J'en donnerai quelques exemples dans la version écrite. On a bien tenté à un moment une solution intermédiaire, c'est celle qui figure dans la fiche, qui consistait à sculpter une stèle sur un mur. On en a 6 exemples, 5 sur le mur polygonal qui protège la terrasse en avant du trésor des Athéniens, 1 sur le mur des Mégariens, mais ce furent des expériences sans lendemain. C'est que les murs des trésors offrait de formidables panneaux d'affichage, en particulier le mur nord du trésor des Siphniens ou le mur sud du trésor des Athéniens, sur des lieux de passage incontournables pour qui accède au sanctuaire par le sud-est. Ils offraient tout l'espace nécessaire pour la gravure des quelques 26 couronnes du Troyen Cassandros sur le trésor de Siphnos, ou pour celles au moins aussi nombreuses gravées en l'honneur des vainqueurs au concours, organisées à l'occasion des Pythaïdes et inscrites sur le mur sud du trésor des Athéniens. Je reviendrai sur cette localisation des inscriptions pour dire aussi qu'évidemment, on a utilisé des surfaces comme le mur polygonal, bien évidemment. Mais je veux revenir sur une question, puisqu'on a vu qu'on avait parfois le choix entre les deux. À qui revient le choix, en définitive? À qui revient le choix du lieu de faire graver les inscriptions? On devine un certain embarras pour dire qui prend les décisions en matière d'affichage. Georges Daux, cité plus haut, parle des fonctionnaires responsables, mais on n'abandonnait probablement pas à de simples fonctionnaires le contrôle de l'affichage. Le partage entre la cité de Delphes et l'Amphictyonie a dû se heurter en bien des circonstances à la réalité du terrain, car chacun a ses responsables. Quand la chose est précisée, c'est aux bouleutes, les archontes ou les bouletailles que la cité de Delphes confie le soin de veiller à la transcription de ses décisions. Cette précision figure dans de très nombreux décrets et doit s'entendre tacitement pour tous les autres. La responsabilité des bouleutes dans la transcription des documents de la cité apparaît du reste clairement dans d'autres documents. Si la loi sur les devoirs des enfants envers leurs parents fait suivre la décision d'anagrapher de la seule mention des bouleutes, ce n'est pas parce qu'on l'a cru, parce que le nom de l'archonte éponyme a été omis, mais précisément parce que les bouleutes sont responsables de la transcription de la loi
sur la pierre. L'anagraphé de la fondation d'Alkésippos, qui financera un banquet public, un sacrifice précédé d'une procession menée par l'archonte éponyme et les pritanes, est également confié aux bouleutes. Anagrapsanto de oi archontes entoiero kai a anathesis curia esto. Et quand un acte d'affranchissement fait état de l'anagraphé, celle-ci est accompagnée de la mention au génitif des bouleutes en charge au moment de la transcription. Le décret pour un médecin de Coronée voté dans le premier tiers du 1er siècle avant notre ère fait exception et confie la responsabilité de la transcription aux épidamiurges, une magistrature delphique dont on parvient mal à dessiner les contours. Quant aux amphictyons, pour faire graver leurs décisions, il leur arrive parfois de confier ce rôle également aux bouleutes de Delphes. Mais ils font plutôt appel, et plus généralement, à leur propre secrétaire. Parfois même, les hiéromnémons se désignent eux-mêmes comme chargés de l'anagraphé, mais nul doute qu'ils délèguent ensuite cette tâche à leur secrétariat. De même que pour les lois et décrets de Delphes, en dehors de toute précision, il faut donc admettre qu'il revient au secrétaire du Synédrion de veiller à la transcription des décisions, et François Lefebvre considère même que c'est là sa première tâche. Si le décret désigne parfois le monument sur lequel sera gravé tel ou tel texte, bouleutes et delphiens ou secrétaires des amphictyons devaient disposer d'un certain pouvoir d'appréciation. Les bouleutes chargées de la transcription du décret voté en l'honneur de Dionysios Legetu Eleatas feront procéder à la gravure dans le sanctuaire là où il leur semblera bon, dit le texte. Quant au secrétaire des amphictyons, chargé de faire transcrire le décret CID 470 sur 2 stèles, il les fera consacrer l'une à Delphes dans le sanctuaire d'Apollon à l'emplacement qui paraîtra le meilleur. Mais ces personnalités responsables devaient aussi composer avec d'autres intérêts, l'intérêt légitime des dédicants, qui peuvent s'estimer des droits sur leur offrande. On voit ainsi les Athéniens demander l'affichage d'un document transmis à Delphes sur les murs du trésor de leur cité. On constate aussi que certains monuments ne reçoivent que des documents concernant la cité donatrice, Thèbes, l'Arcadie, la base des Béotiens. Il est vrai que pour des gens comme les Thébains, il était plus facile pour eux d'exercer une sorte de contrôle sur les monuments que ce ne l'était pour les Cyrénéens ou les Siphniens. Enfin, il faut faire la part des préférences que pouvaient manifester ceux qui avaient à faire graver des textes. De ce point de vue, les exemples les plus clairs se rencontrent avec les affranchissements, j'y reviendrai. Un point intéressant, c'est qu'il dit y avoir dans toute cette forme, cette mise en place du paysage, dans les toutes premières années du IIe siècle, une réflexion conduite par les Delphiens sur la place des inscriptions. On en a la manifestation par 2 modifications très proches dans le temps et qui sont essentielles parce qu'elles introduisent une rupture dans les modalités d'affichage. La première concerne les actes d'affranchissement qui commencent en 201-200. On passe alors d'un affichage sur un matériau périssable et donc temporaire à une inscription pérenne. Ce changement est passé par une loi, comme indique la formule qui s'impose à partir de la fin du 1er siècle. Et s'il a fallu une loi, c'est peut-être parce que le mode d'affichage antérieur était sujet à contestation. Mais on aimerait mieux comprendre la raison de cette modification, d'autant qu'elle ne concerne pas uniquement Delphes, mais toute la Grèce centrale. La seconde modification est introduite 3 ans plus tard, en 197-6, alors qu'on a pratiquement abandonné le recours aux stèles individuelles, on abandonne également la gravure des proxénies sur les monuments, des proxénies individuelles sur les monuments, pour établir sur le grand mur polygonal une liste enregistrée par semestre, le nom des proxènes. Et comme vous le voyez, j'ai souligné à chaque fois l'année qui commence, le mot archontos est placé en légère ectésis afin qu'on puisse bien repérer visuellement, et c'était encore plus visible quand les lettres étaient peintes, le passage d'une année à l'autre, le passage d'un archontat à l'autre. Cette seconde modification est absolument fondamentale et on distingue dans l'élaboration de cette liste 3 phases. Vous en retrouveriez les détails dans le choix d'inscription de Delphes. La liste est tenue à jour jusqu'en 176-5, c'est-à-dire pendant à peu près une vingtaine d'années, et les incohérences pendant cette vingtaine d'années sont rares. Puis, de 175 à 166, la liste n'est plus tenue à jour et tout se passe comme si, pendant cette décennie, on avait le choix entre la gravure du décret
et l'inscription sur la liste récapitulative. Et même dans 2 ou 3 cas, on n'a pas choisi et on a procédé à une double inscription et sur la liste et sur une inscription individuelle. La liste est ensuite abandonnée, à l'exception de 2 additions effectuées une dizaine d'années plus tard. Au total, elle comportera 135 noms rangés sous 28 archontats différents. La gravure des listes de Proxène, qui visait manifestement à gagner de la place, ne dura qu'un temps, peut-être parce que le recours à une liste simplement nominative n'était pas assez flatteur pour les bénéficiaires. En revanche, la gravure des affranchissements imposée par la loi se poursuit. À partir du IIe siècle, note Georges Dau, le problème des emplacements disponibles se pose avec plus d'acuité. Au total, quoi qu'il y ait moins de décrets, le nombre moyen des textes gravés annuellement augmente. Les 2 modifications que l'on constate sont-elles liées? Il me paraît manifeste que l'on a voulu, en ce début du IIe siècle, faire du grand mur polygonal un lieu d'affichage privilégié où concentrer un ensemble de documents pour lesquels aucun des monuments du sanctuaire n'était particulièrement désigné. Le mouvement, d'une certaine manière, avait été amorcé dès le IIIe siècle, car, outre 2 décrets de la cité d'Érythrée d'Ionie en faveur des Tauliens, on y avait surtout gravé des documents amphictyoniques, des listes de concurrents au soteria et des décrets pour des personnages secondaires. Toutefois, c'est désormais une réflexion que mènent les Delphiens seuls, puisque ne sont concernés que des documents qui les impliquent. Et nul doute que la décision de graver les actes d'affranchissement a constitué un élément décisif dans leur réflexion. Constatant la presque concomitance des décisions concernant les premiers affranchissements et les proxénies, je risquerais volontiers une hypothèse. Les tout premiers affranchissements, en effet, sont extrêmement développés et accumulent sur la pierre des indications que l'on ne retrouvera plus par la suite que sporadiquement et isolément. Indication du lieu où est conclu le contrat, prestation de serment, mise en place de commissions arbitrales en cas de litige, etc. À telle enseigne que l'on peut se demander si les premières transcriptions ne représentent pas une copie intégrale du document original. Et 2-3 ans après, c'est-à-dire au moment où commence la gravure des listes de Proxène, on commence à s'apercevoir qu'on réduit la part du contrat d'affranchissement qui est inscrite. On a pu s'apercevoir rapidement qu'en copiant intégralement les contrats, on exigerait énormément de place pour la suite. Et on a pu prendre d'une part le parti de réduire la part des affranchissements retranscrits, d'autre part, et dans le même temps, de réduire la place dévolue aux proxénies. Mais la mesure qui ne concernait de toute façon que la documentation contrôlée par la cité fut sans effet à long terme. Quand on parle de paysage épigraphique, et la bibliographie qui nous était adressée le révèle, on pense surtout aux lois, aux décrets, aux textes réglementaires, aux dédicaces, assez peu aux documents privés. J'ai fait rapidement une place avec les affranchissements qui représentent à Delphes la catégorie numériquement la plus importante. On retrouve sur cette seule catégorie le constat déjà établi des usages, des habitudes plus ou moins contrôlées. À la différence de ce qui se passe pour la plupart des autres documents, il n'y avait a priori aucun lieu spécifiquement destiné à recevoir la gravure des affranchissements, et on les a d'abord inscrits sur des supports neutres, c'est-à-dire sur des constructions qui, n'appartenant en quelque sorte à personne, pouvaient être utilisées par tout le monde, les murs de terrasse. Quelques décennies plus tard, d'autres monuments ont servi à leur tour. Voici comment se répartissent les affranchissements, la gravure des affranchissements et leur inscription durant les 3 siècles que dure la procédure. Pendant près de 40 années, le mur polygonal est désigné comme le lieu exclusif de la gravure des affranchissements. Et il va demeurer très largement le lieu de gravure privilégié jusque vers 140, partageant un temps cette fonction avec un autre mur polygonal de même facture situé à la même hauteur que le grand mur polygonal dans la partie ouest du sanctuaire. Pendant près de 40 années, donc la remarque a son importance parce que le grand mur polygonal est intégralement conservé, ce qui revient à dire que pour ces 40 années, nous sont parvenus tous les affranchissements conclus à Delphes. À partir de la prêtrise 9, donc le mur polygonal, pour que vous en ayez une petite idée de la concentration des textes,
À partir de la prêtrise 9, c'est-à-dire vers 140, 120 pour donner des chiffres ronds, on observe une diversification des lieux de gravure. On va continuer sur des murs de terrasse. Le mur de terrasse qui protège, le mur polygonal de la terrasse qui protège la terrasse du trésor des Athéniens, les cipes du trésor des Athéniens, les murs de parodoi du théâtre. Alors, je repasse cette diapositive avec le mur polygonal qui protège au nord la terrasse du trésor des Athéniens et les murs de parodoi du théâtre. Un peu plus tard, alors même qu'il restait de l'espace disponible sur le grand mur polygonal, on va abandonner progressivement ces supports neutres et entamer plus largement un processus jusque-là simplement ébauché en gravant le marbre des trésors, au premier rang sur le trésor des Cnidiens, mais aussi sur les trésors d'Athènes, de Cyrène et de Siphnos, ainsi que sur le trésor éolique anonyme, uniquement des trésors en marbre. À partir du 1er siècle de notre ère, les piliers hellénistiques commencent à être utilisés de la prêtrise 16 vers le milieu du 1er siècle. À la fin du 1er siècle, les possibilités offertes par le pilier d'Attale Ier, le pilier d'Imbige Attalide et le pilier d'Hérodien sont très largement exploitées. Une rupture très nette se ressent à la fin de la prêtrise 26 vers 10 de notre ère. On revient au théâtre, mais cette fois pour y graver non plus sur les murs de parodoi, mais principalement sur le podium de l'orchestra et sur les bases qui l'encadrent. Autre modification, à partir de la prêtrise 30, on grave les affranchissements, c'est-à-dire à peu près vers le milieu du 1er siècle de notre ère, on grave les affranchissements sur les colonnes de marbre bleu attribuées au bâtiment de Sène. Ces deux derniers exemples sont significatifs, car il semble bien prouver que le choix de tel ou tel ensemble architectural pour une période donnée répond cette fois à un souci de contrôler la production épigraphique. Il est significatif en tout cas que le passage au podium de l'orchestra soit strictement contemporain de l'apparition, au moins dans les actes d'affranchissement, d'un nouveau magistrat, le secrétaire de la cité, et de nouveaux éléments du formulaire. Et il est remarquable aussi que le passage aux colonnes du bâtiment de Sène coïncide avec le début de la prêtrise 30. Ainsi se dessinent de grands ensembles, ce qui n'exclut pas quelques interrogations sans réponse. Pourquoi, par exemple, à la fin de la prêtrise 14 et durant toute la prêtrise 15, on est au milieu du 1er siècle avant notre ère, le grand mur polygonal qui n'était plus alors utilisé que sporadiquement, redevient-il pour quelques années le support privilégié des actes d'affranchissement? Les autorités se seraient-elles inquiétées de l'empiètement de ce type de documents sur les autres monuments de la cité? L'analyse des empiètements progressifs des monuments par les affranchissements doit-elle être conduite au-delà de ces grands cadres? Il en irait ainsi si l'on pouvait être certain qu'il se développe une logique dont on pourrait dérouler le fil conducteur par la simple analyse de la disposition des textes sur la pierre. Or, cette analyse est d'abord contrariée par l'ignorance où nous sommes de la chronologie de certaines périodes. En outre, on peut être assuré que s'il existait des contraintes réglementaires, elles ne devaient pas s'appliquer avec une telle raideur que l'on ne put disposer d'une certaine liberté. Par exemple, sous un même archontat, des textes sont gravés, les uns à l'extrémité occidentale du mur polygonal, les autres à son extrémité orientale, un autre encore sur le mur est. Un même vendeur procédant à 4 affranchissements sous le même archontat voit ses contrats répartis sur 3 monuments différents. 2 contrats conclus par une même vendeuse et durant le même semestre sont gravés, le premier sur le mur de Parodos du théâtre, le second sur un cippe du trésor des Athéniens. À l'inverse de cette dispersion apparente se manifeste aussi parfois, au contraire, l'expression de la volonté du vendeur de rapprocher spatialement des textes qui le concernent. À partir du 1er siècle avant notre ère, les apolysis, ces petits contrats qui viennent mettre un terme à la paramona inscrite dans l'affranchissement, les apolyseis sont fréquemment gravés à côté des contrats qu'elle modifie. Et cette gravure intervient parfois 5 ou 10 ans plus tard. Dans 2 cas, le contrat précise même que le texte doit être gravé sous le contrat initial auquel il est associé. En réalité, pour des raisons matérielles, l'intention première, ainsi enregistrée, n'a pas pu être respectée.
Je pourrais donner plusieurs exemples de ces rapprochements. Je vais, pour conclure, vous en montrer un seul qui me paraît le plus significatif. Nous sommes sur le mur sud du trésor des Athéniens et nous avons été gravé l'affranchissement en 862, une délimitation de frontières et un décret de la cité de Delphes. Est venu s'intercaler au milieu de tout cela un affranchissement qui est l'affranchissement 874, le numéro importe peu. Mais le graveur a dû composer avec les textes antérieurement gravés, ménageant ces lignes, resserrant à la fin l'interligne parce qu'il sentait bien qu'il arrivait trop près du décret, bref, s'adaptant à l'espace disponible. On s'est parfois interrogé sur la raison qu'il y avait de placer cet affranchissement comme ça entre plusieurs textes alors qu'il y avait de la place par ailleurs disponible sur le reste du mur. L'explication est en réalité simple. La vendeuse de l'affranchissement 874 s'appelle Eirana et elle est désignée sans patronyme, ce qui déjà attire l'attention. Or, dans l'affranchissement qui est gravé juste au-dessus, qui est l'affranchissement numéro 862, l'esclave affranchi, cette fois, s'appelle Eirana. Il n'y a aucun doute que l'esclave affranchi par 862 et la vendeuse qui est affranchie dans 874 sont une seule et même personne et qu'elle a manifesté le souhait que l'affranchissement auquel elle procédait fût gravé à côté de son propre affranchissement à elle, ce qui vous laisse juger du rôle que peut jouer le commanditaire, en l'occurrence sur la place de ces textes. Je pourrais aussi citer le cas d'Antigonos Babulou, qui fait graver un affranchissement auquel procède son épouse, au-dessous d'un affranchissement auquel procéda son père un quart de siècle plus tôt. Là encore, le rapprochement est significatif. On ne comprendrait pas ces regroupements, dont je pourrais donner d'autres exemples, si l'on ne supposait que le choix de telle ou telle place sur un monument donné répond aussi parfois à une demande des commanditaires, à qui revient, en l'occurrence, l'obligation de faire procéder à la gravure des contrats. Et ce sont autant de constats qui éclairent d'un jour intéressant le travail du lapicide et son rapport avec sa clientèle. Malgré quelques tentatives de mise en ordre, et je conclus, l'ensemble laisse bien le sentiment qu'il n'y eut point de méthode suivie sur le long terme, notamment en raison d'intérêts croisés. Au lapicide, qui devait graver un ou plusieurs textes, on ne désignait pas, bien entendu, une place précise. On désignait un espace, une construction, une base, un mur, au sein duquel il jouissait d'une certaine liberté. On voit même certains lapicides qui se sont pris comme d'affection pour tel ou tel monument. Par exemple, il y a une main qui est parfaitement reconnaissable sur le fût du char d'Hérodien et dont on ne retrouve pas la trace ailleurs. De même, les affranchissements gravés sur l'oikos d'Attal, dans une écriture fine et grêle, ne se retrouvent pas ailleurs, comme si le lapicide s'était concentré sur un seul bâtiment. Le temps me manque, et j'ai déjà débordé, pour compléter ce tableau par des remarques sur la mise en page des inscriptions, sur l'utilisation de la rasura et le rapport aux archives, auxquels il a déjà été fait allusion, ces deux derniers thèmes étant liés. Je ne doute pas que d'autres communications permettront d'aborder ce point. Je voudrais terminer cette intervention par cette citation. L'espace public est investi d'une fonction fondamentale, c'est à lui qu'il appartient de conserver inchangé. Ma collègue Christelle a tout de suite réagi en disant « ça change parfois », et effectivement, on peut avoir des stèles ou des inscriptions effacées. C'est à lui qu'il appartient de conserver inchangé, sous le regard ininterrompu de tous, à l'abri de toute manipulation, les textes essentiels à la vie de la cité et au statut des individus. C'est précisément, c'est une citation de Mireille Corbier, c'est précisément ce que disent certains décrets, en particulier des décrets amphictyoniques, dont on demande la transcription pour que la mémoire en demeure à jamais. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions d'avoir relevé le défi en parlant en premier, de montrer toute cette complexité des paysages épigraphiques et aussi la validité de la notion, en montrant notamment ce rôle des acteurs qui sont à la fois
institutionnel, ça apparaît très clairement dans toute la première partie de votre présentation, ce qui n'étend pas non plus la liberté d'acteurs individuels, à la fois les auteurs du texte, à l'origine du contrat notamment, et le graveur lui-même. On voit apparaître cette histoire sociale des ateliers aussi dans ce que vous disiez à la toute fin. Je pense qu'il y a des questions, il nous reste quelques minutes. Oui, Christelle Muller, est-ce qu'on a un micro ? Moi, je peux me mettre directement. Oui, tu peux. Par contre, on va couper donc ici le micro. Pardon. Oui, merci. Alors, justement, il faut la sortie son. C'est bon. C'est bon là? Non. Ah oui, mais on t'entend par le micro. On t'entend par le micro de la salle. Il vaudrait presque mieux que tu viennes ici, peut-être. Ou on redira ta question, autrement, c'est pas grave. Je viens parler très fort, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on m'entend? J'en sais rien, on verra bien. Bon, j'ai une question, Dominique. Je voulais savoir ce que t'inspirait le délai entre l'usage originel et une éventuelle réutilisation. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Hein. Est-ce qu'on laisse passer plusieurs générations jusqu'à ce que finalement, pas qu'on ne comprenne plus, mais que ça soit relégué dans la mémoire ancienne? Ou est-ce qu'on a des problèmes de place, tu l'as dit? Est-ce qu'on a des problèmes d'argent? Est-ce que c'est une question de mode aussi? Parce qu'à Europost, ils font que ça, à partir du IIe siècle, ils ne font plus que graver sur autre chose. Voilà. Est-ce qu'il y a une période à partir de laquelle commence la réutilisation? Ou bien est-ce que un siècle? Ou est-ce que ça commence tôt? Non, il y a un premier élément dont il faut tenir compte. C'est que d'abord cet aspect-là ne permet pas de voir, d'entrer dans le débat tout ce qui est gravé sur stèles, sur plaques, etc. Évidemment, les stèles sont indépendantes. D'autre part, il faut voir aussi qu'au IVe siècle, la documentation n'est pas aussi abondante elle commence au IVe, mais jusque-là, elle n'était pas très, très abondante, la documentation. Donc, effectivement, le problème de place ne se posait pas. Je crois qu'il s'est véritablement posé à partir du début du IIe siècle. Hein. Ça, c'est très clair. Mais je crois que la première réponse, la première explication que tu as donnée, en tout cas, me paraît devoir être prise en compte, évidemment. Encore une fois, c'est surtout aussi sur des monuments pour lesquels les dédicants, ceux qui avaient consacré l'offrande, ne peuvent pas nécessairement, Anne Jacquemin l'avait très bien montré, en disant, bon, quand c'est quelque chose de loin comme ça, ou quand c'est un monument qui a été érigé par une cité pas très importante, on se permet davantage de choses que sur le trésor des Athéniens ou que sur le trésor des Thébains, par exemple. Le délai le plus bref, c'est quoi entre l'utilisation originelle et une réutilisation? Je crois que c'est 15-20 ans. Il faudrait que je regarde dans tous les exemples. C'est à peu près une génération. C'est une vingtaine d'années, oui. Oui. D'accord, merci. Je crois que c'est une vingtaine d'années pour la base de Philopoïmène, pour le premier décret gravé sous la dédicace de Philopoïmène. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou dans le public? Moi, j'avais une question à propos de ce que vous avez dit sur les regroupements géographiques. Vous avez dit notamment que le trésor des Thébains ne recevait que des inscriptions pour des Thébains, mais qu'en revanche, on gravait des inscriptions pour des Thébains ailleurs que sur ce trésor. Alors, est-ce que ces inscriptions gravées ailleurs, est-ce qu'elles sont postérieures aux autres? C'est-à-dire, est-ce qu'une fois qu'on avait plus de place sur le trésor, on a gravé ailleurs? Le principe géographique a été respecté sur le trésor, mais il n'empêche qu'on trouve par ailleurs des inscriptions pour des Thébains postérieurs. Postérieures, c'est-à-dire tant qu'on peut, on grave sur le trésor. Et non, même pas tant qu'on peut, parce qu'il y avait encore de la place disponible sur la façade la façade ouest, plutôt du trésor des Thébains, mais on a choisi d'autres supports. D'accord, très bien, merci. De même, on peut se poser la question de savoir pourquoi, par exemple, un décret pour un Athénien, alors qu'il y avait le trésor des Athéniens, a été gravé sur le mur de Siphnos. À moins que le lapicide se soit trompé de bâtiment, ce qui existe aussi. Non, je le dis parce que c'est un aspect que je n'ai pas pu aborder, évidemment, mais ça aussi, ce serait une autre intervention. Il faut tenir compte aussi de tout le travail du lapicide qui ne montait pas sur son échafaudage pour chaque inscription. C'est-à-dire qu'il regroupait un certain nombre de commandes et après, il les gravait à la suite
sans respecter nécessairement l'ordre chronologique des commandes. Hein. C'est pourquoi il faut faire très attention quand on regarde la disposition des textes sur la pierre, parce qu'ils ne respectent pas nécessairement la chronologie des documents. Si un graveur a 4 ou 5 documents, il va les graver à la suite sans trop se préoccuper de savoir l'ordre des archontats. Peut-être encore une question, mais il faudra qu'on passe après à la suivante. Oui. J'étais très intéressé aussi par tout l'aspect juridique que peut avoir la forme même du support. Vous évoquiez ce cas des inscriptions qui ont d'abord été envisagées sur une stèle avant d'être gravées sur un mur. Est-ce qu'on peut voir une tendance dans ce sens, notamment pour les inscriptions internationales, pour lesquelles c'est le texte lui-même parfois qui prévoit que l'inscription soit gravée sur des stèles qui sont ensuite à exposer dans différents sanctuaires? Dans les exemples que j'ai cités, il est prévu que pour l'écran fictionique, par exemple, qu'il sera gravé sur des stèles qui seront disposées dans 2 sanctuaires. Le problème qui s'est produit à Delphes, c'est que les stèles n'ont pas été fabriquées immédiatement. On a laissé, pas beaucoup de temps, mais on a laissé passer un peu de temps et on s'est aperçu tout à coup que ce serait plus intéressant de graver ça sur le mur des Thébains.